d'arrêter, de pas d'arrêter. On était ici pour vous aider. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Nous avons une heure remplie d'informations aujourd'hui. Alors, nous allons commencer tout de suite avec auteur, compositeur, interprète Hopi Ho. Bonjour. Bonjour. On s'était rencontrés l'année passée. Il y avait un nouvel album, mais là, il y a du nouveau. Alors, non seulement est-ce qu'on parle d'un nouvel album, mais on parle aussi d'un nouveau livre. Oui, oui. Alors, je vais le mettre ici comme ça on peut le voir. Un lion parmi les hommes. C'est exact. Ma question première, c'est qu'est-ce qui est venu en premier? Un peu comme, tu sais, on dit, c'est quoi, l'œuf ou la poule? Est-ce que c'était l'album ou c'était le livre? C'est le livre. C'est le livre. Hein? Donc, ça, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire, mais ça m'a pris du temps avant de le faire parce que je manquais de courage. J'avais peur de me jeter à l'eau, j'avais peur de me planter. Et finalement, j'ai décidé de le faire. Et donc, le livre, ça parle de Samuel Eto'o, le footballeur camerounais. Il est super connu. J'ai eu le privilège de le rencontrer à plusieurs reprises à l'époque lorsque je vivais à Nairobi au Kenya. Et je me suis dit que j'allais écrire un livre pour montrer au lecteur l'homme qui se cache derrière le footballeur. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a participé au livre? Est-ce qu'il sait que tu as écrit ça à son sujet? Non, il n'a pas participé au livre, mais c'était fait de manière volontaire. Je voulais vraiment écrire de manière indépendante. Je ne voulais pas qu'il influence le processus d'écriture. Cependant, je lui ai envoyé le livre pour qu'il le lise avant que le livre sorte. OK. Et est-ce que tu as eu des nouvelles? Qu'est-ce qu'il en pense? Je l'ai envoyé par email. Malheureusement, je n'ai pas reçu d'accusé de réception. Donc, je ne sais pas s'il a lu, mais je lui ai envoyé le livre. C'est vraiment très gentil. Alors là, c'était un livre que tu avais dans la tête, que tu voulais écrire depuis longtemps. Oui. On trouve son courage, on y va. Et pourquoi il y a un album qui vient complémenter, si on veut, le livre? En fait, j'aime beaucoup écrire. J'ai une formation en journalisme et j'aime également écrire des chansons. Et lorsque j'écrivais le livre, il y a une amie qui m'a suggéré de faire une chanson pour lui rendre hommage. Okay. Donc, j'ai fait la chanson Samuel Eto'o. C'est le premier single de l'album. Mais dans l'album, je ne parle pas que de lui. J'aborde différents sujets dans l'album. Je parle notamment de racisme, je parle d'inégalité sociale, etc. Donc, l'album sortira en même temps que le livre. Et l'album est intitulé Un lion parmi les hommes. Même chose. Alors, on peut voir à l'arrière-plan le premier vidéoclip de la première chanson qui sera lancée, ou qui est lancée déjà. Ça, c'est le premier single de l'album. C'est un hommage à Samuel Eto'o. C'est un joueur de football très talentueux, mais en plus de ça, c'est un grand homme. C'est quelqu'un de super généreux qui aide beaucoup les gens démunis au Cameroun et en Afrique. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une chanson pour lui rendre hommage. Oui, et ce que tu fais, c'est que tu fais connaître cette personne que les gens peut-être ailleurs au monde ne connaissent très peu, ou surtout ici au Canada peut-être. Alors... Il n'est pas très connu au Canada, mais pour ceux qui aiment le soccer au Canada, je tiens tout simplement à leur dire que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de la même trempe que Didier Drogba. Didier Drogba qui a joué à l'Impact de Montréal. Okay. Tous les deux font partie des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui différencie peut-être cet album à ton album précédent? Évidemment, l'inspiration est différente? Oui. Le thème principal de l'album précédent, c'était l'argent. Cet album, je parle un peu plus de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui me tient à cœur. Je parle beaucoup d'Afrique, je parle d'immigration, je parle de racisme. Les thèmes sont beaucoup plus variés dans cet album. Et je me suis rendu compte qu'avec l'avènement de Donald Trump, il y a une sorte de recrudescence de l'extrême droite. Et c'est des thèmes qui reviennent assez souvent dans l'actualité, donc forcément ça a influencé mon écriture. Donc je parle beaucoup de racisme, d'islamophobie, etc. Incroyable. Alors, pour faire tout ça, ça nous prend un lancement. Alors, il y a une grande fête qui aura lieu le 29 mai, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sur la rue principale, 120 rue principale à Gatineau. Ça, c'est dans le secteur Aylmer. C'est exact, oui. Et puis, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que tu vas nous chanter un petit clip ce soir-là ou lire une partie de ton livre?
En fait, ce soir-là, je vais interpréter des chansons de l'album et ensuite, ceux qui viendront, on pourra discuter. Il y aura une séance dédicace, donc je vais dédicacer les livres, on va prendre des photos. Ce sera une belle fête. Ça va se dérouler au cabaret La Basoche de Elmer et je tiens à remercier la ville de Gatineau pour son soutien. Le lancement est sponsorisé par la ville de Gatineau qui soutient les talents émergents comme moi. C'est magnifique. Et ce soir-là, on pourra se procurer non seulement l'album, mais le livre aussi, n'est-ce pas? Le livre, oui. On pourra se procurer le livre et l'album, oui. En même temps. Alors là, maintenant que c'est fini, est-ce qu'on est soulagé un tout petit peu? Non. Ou est-ce qu'on va être soulagé au moment où on voit les gens qui commencent à se procurer l'album et le livre? Ben en fait, non. Maintenant, c'est un autre défi qui commence. Maintenant que l'album est écrit, il va falloir le promouvoir. Oui. Moi, je veux avoir un maximum de succès. Je me suis battu pendant super longtemps pour écrire ce livre. Donc, je veux qu'un maximum de personnes puissent avoir accès au livre. Je pense que c'est un livre qui est super divertissant. Il est facile à lire. Et je pense que les gens qui vont l'acheter vont l'apprécier. Ben, moi, je vais continuer de le promouvoir. Alors, l'album, Un lion parmi les hommes, ainsi que le livre du même titre, Un lion parmi les hommes. Écoute, félicitations. Surtout bonne chance la semaine prochaine au grand lancement. Pour réserver, pour y aller au lancement, 819-243-8000. Je vais le rementionner tout à l'heure durant l'émission. Restez avec moi. On revient après la pause. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sylvie Lapointe, elle est notre chroniqueuse régulière, coach de vie, L2 Émergence. Bonjour. Bonjour. Et puis, ma question première, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai fait un voyage, je reviens la semaine dernière d'un voyage en Europe de l'Est. Okay. Donc, les pays baltiques, Lituanie, Latvie puis Estonie, qui faisait partie de la Russie jusqu'en 1991. Mais lors de ce voyage-là, qui était un peu imprévu, j'ai suivi mon mari qui tenait une conférence à Vilnius, en Lituanie. J'avais vraiment comme le goût d'être curieuse puis de voir ce que j'avais à apprendre là. Mais ils ont une histoire triste par rapport aux Juifs et donc l'occupation nazie, mais ensuite l'occupation des Russes. Et donc, ce voyage-là m'a amené à visiter différents sites qui m'ont vraiment fait réfléchir sur la nature humaine. Donc, j'ai des photos que j'ai apportées que je vais partager avec vous, mais qui représentent un petit peu comment... Bon, bien justement, ça, c'est un monument en honneur des Juifs qui ont été exterminés à 95 % en 3 ans. Incroyable. En 3 ans, ça donne du frisson 95 quand on pense à ça, hein? Oui, non, c'est assez... oui, je veux dire, je suis allée là, puis il y a encore des fleurs toutes fraîches, puis je veux dire, ça s'est passé il y a quoi? Oui, 75 en 40 ans, oui, à peu près. Donc, il y a encore des fleurs fraîches qui sont déposées là à tous les jours. Et donc, c'est encore très frais dans la mémoire des gens.
Et donc, je suis allée voir, ça c'est juste en face du musée du KGB. Je ne sais pas comment dire en français. Oui, moi non plus. Je ne sais pas s'il y a un... Oui, mais on sait c'est quoi, là, OK. C'est ça. Alors, le KGB, c'était durant l'occupation russe et ils ont essentiellement fait la même chose, mais avec les natifs de Lituanie. C'est-à-dire que la Lituanie avait prononcé son indépendance entre la Première et la Deuxième Guerre. D'accord. Et puis, son indépendance carrément de la Russie. Et durant la Deuxième Guerre, ils ont été repris, occupés par les Russes. Et donc, les Russes, pour préserver leur autorité sur ce pays-là, ont éliminé les Lituaniens qui avaient créé le mouvement d'indépendance. Donc, les politiciens, les profs d'université, les scientifiques et tout ça ont été envoyés dans des camps de travail en Sibérie où les conditions étaient semblables, différentes, mais semblables à ce que les Juifs avaient vécu. Et donc, j'ai d'autres photos où on va voir un monument. Donc, c'est ça c'est le musée du génocide. Incroyable. Et je suis rentrée là, hein, puis moi, je suis très sensible à l'énergie, je le sentais. Je lisais les histoires, puis j'étais épatée un petit peu par la nature humaine parce que même malgré les conditions incroyables, c'est ça, aberrantes, les gens se fabriquaient des petits bijoux avec un bout de brosse à dents, puis donnaient ça à leurs bien-aimés dans le camp de travail. Donc, il y avait des petits morceaux où ils ramassaient des fibres à travers leur matériel, à travers leurs vêtements qui s'effritaient. Et puis, ils brodaient des choses, des pensées religieuses ou des espèces de citations. Malgré le désespoir, oui. ils auraient dû être en plein désespoir où tout est noir. Oui. On cherchait... Il y avait même des mariages qui allaient contre ce qui était acceptable, mais ils faisaient des mariages à la cachette. Je me suis dit, ah oui, dans ces conditions-là, d'avoir l'espoir. Et ça m'amène à parler un petit peu, je ne sais pas s'il y a d'autres photos, je vais vous parler un petit peu. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent The Hill of Crosses. On ne la voit pas trop bien parce que c'est plus une photo. Mais entre la Lituanie et la Latvie, les gens font un pèlerinage à cet endroit-là. Et il y a, on estime, près de 1,5 million de croix. Et ces croix-là sont en l'honneur des gens qui ont été perdus, soit par l'occupation allemande ou l'occupation russe. Alors, donc, OK. On dit perdu, mais on veut plus assassiner si on veut, là. Hein? Envoyer dans les camps de concentration, les camps de travail. Okay. Et donc, ça, c'est des croix à la mémoire des gens qui ont été perdus. Et on voit juste une première montagne. Si on continue, il y a une deuxième montagne et c'est plein de croix. Et encore là, tu sens l'énergie assez spéciale. Alors ça, c'est en route pour Latvie. Et les prochaines photos, ça va être un monument, donc justement dans une espèce de parc où il y a eu un camp de concentration qui a été bâti par les Juifs, hein, parce que c'est eux qui faisaient le travail. Alors tu vois, je ne sais pas si tu vois... Les Juifs qui bâtissaient leur propre camp de concentration. Oui, alors ça, c'est en bordure de Riga, en Latvie. Et tu vois les petites marques sur ce monument-là? Bon, bien, le monument a 4 côtés et chaque petite marque représente 100 personnes décédées. Une marque? Une marque représente 100 personnes. Wow. J'ai fait comme... Alors, on va voir les autres monuments. Et celle-là, elle m'a vraiment frappée. Alors, on m'a expliqué que c'était l'homme qui, malgré toutes les souffrances, continuait à refuser d'abandonner. Alors, il est comme par terre et il continue à survivre. Et donc, les gens derrière, ça, c'est les libérateurs russes. Donc, tout ce parc-là a été fait par les Russes pour justement dire on vous a libéré du nazisme. Et ensuite, il y a eu d'autres sortes de souffrances. Alors, regarde, hein, juste avec du ciment, tu vois l'émotion de cet homme-là. Wow! Quel beau voyage! Oui, c'est extraordinaire. Et cette dame-là, qui est à genoux, on m'a expliqué que c'était la honte. La honte de son peuple, la honte de cette souffrance, la honte des gens qui étaient natifs de Lituanie et de Latvie qui ont vraiment dénoncé leurs voisins, leurs parents, leurs professeurs, donc cette honte-là. Et je pense qu'il y a une dernière photo, je crois. Oui, et c'est cette femme qui protège ses enfants. Et j'ai entendu des histoires extraordinaires de justement ce que les femmes ont fait pour protéger leurs enfants, tu sais, de la prostitution ou de travailler là, des heures incroyables juste pour pouvoir avoir un pot de lait à donner à leurs enfants durant la nuit puis de recommencer sans cesse. Alors tout ça, ça m'a amené à penser, mon Dieu, la nature humaine, hein? Oui. Puis comment, malgré tout ça, il y a une population qui a déclaré l'indépendance en 91 et qui est fière. Il y a plein de monuments à l'indépendance. Et ça m'a amené à penser à M. Viktor Frankl. Est-ce que tu connais? Non, mais là, je suis énormément intéressée. Alors, Viktor Frankl était un Juif qui vivait en Autriche.
un psychiatre qui, dès l'âge de 15 ans, s'intéressait à Freud. Et là, moi, j'ai fait ma formation en psychologie puis en sociologie. Alors, Freud, j'en ai entendu parler. Freud, c'était le dieu des psychiatres et des psychologues. Alors, il s'intéressait déjà à l'âge de 15 ans à Freud et il échangeait des lettres avec lui pour dire, bon, moi, je pense que c'est ça, non, toi, tu penses que c'est ça, etc. Et il s'est impliqué dans le mouvement de la psychologie. Et de 33 à 36, il s'est occupé d'un asile pour femmes qui étaient suicidaires. Il en parle dans son livre. Et les nazis, quand ils ont pris le pouvoir, ont ordonné le meurtre de toutes ces femmes-là qui étaient suicidaires. Il l'a refusé. Et à cause qu'il l'a refusé, il est allé en camp de concentration à Auschwitz. Wow. Mais il serait rendu là de toute façon. Mais tout ça pour dire que Viktor Frankl a vécu les atrocités de Auschwitz. Il en parle dans son livre, mais vraiment la raison pour son livre, Man's Search of Meaning, ou bien Découvrir un sens à la vie, c'est sa conclusion. Pourquoi est-ce que moi j'ai survécu, maigrelet, intellectuel, à comparer de ces costauds-là, qui étaient d'ailleurs les premiers à partir. Donc, il observe avec étonnement que les plus costauds, les gens qui étaient dans l'action étaient les plus aptes à mourir de ces conditions-là. Puis que c'était les gens plus fragiles qui avaient développé une vie intérieure, qui ont réussi à trouver une façon de survivre. Je t'arrête juste là. J'ai rien dit, je pense, depuis 8 minutes. C'est extraordinaire. J'adore. OK, on s'en va à la pause. Grande respiration. On va continuer avec Sylvie Lapointe et l'auteur en question. On va en parler encore plus après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous regardez Entre nous. Nous, durant la pause, on continue la discussion parce que ce sont des choses émouvantes. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Puis j'ose dire que... Je ne veux pas dire que c'est honteux, mais on passe nos journées, on fait ce qu'on fait, puis on oublie que ces choses-là se sont passées. Mais ces gens-là, à qui ça a touché? Tu sais, les gens... Parce qu'il y a des familles qui sont encore vivantes aujourd'hui. C'était peut-être l'arrière-grand-mère, mais tu sais, l'enfant est pas, on n'est pas si loin que ça de ces générations-là. Oh, tout à fait. La guide, justement, à Riga, nous a raconté l'histoire de son arrière-grand-mère qui avait été envoyée dans le camp de travail en Sibérie. Puis on avait les larmes aux yeux. C'était assez extraordinaire. Puis ils séparaient souvent les hommes, bien, tout le temps, les hommes de leur famille. Oui. Et puis, pendant 15 ans, ni le mari ni la femme savaient s'ils avaient survécu. La femme faisait des journées de 15 heures pour avoir un pot de lait pour nourrir ses enfants. Et au bout de 15 ans, l'homme décide qu'il retourne dans son village natif, dans les pays baltiques. La femme retourne quelques mois plus tard et se retrouve dans ce village-là, 15 ans plus tard. Incroyable. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que Viktor Frankl écrit ce livre-là, mais pas pour dénoncer... En tout cas, je vais le montrer au cas où les gens de la maison sont intéressés à peut-être... C'est un classique. Je sais, celui-ci, c'est en anglais, mais ça a été traduit en plusieurs langues. Oui, en 38 langues. C'est ça. 38 langues. Wow. Donc, c'est un classique. Et il a écrit ça, non
pas pour décrire les conditions inhumaines, quoi qu'il en parle, mais pour parler de comment il a survécu. Okay. Et ça a été cette expérience-là qui l'a mené à créer une nouvelle sorte de thérapie qui allait à l'encontre de Freud. Il dit non, moi je suis pas d'accord, c'est pas juste des frustrations sexuelles qui fait qu'on n'est pas bien mentalement. Ouais. Et je suis pas d'accord avec Adler non plus, c'est pas le fait qu'on a de l'insécurité qui fait qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'a pas de sens à notre vie. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Il dit, les gens qui étaient vraiment dans le mode, présent, c'est quoi ma prochaine bouffe, c'est quoi mon prochain repas, c'est quoi ma prochaine tâche, ils disparaissaient rapidement. C'était ceux qui avaient une vie intérieure riche et qui étaient capables de dire, bon, tu peux me traiter de toutes sortes de noms, tu peux me donner des coups, mais tu pourras pas m'enlever qui je suis. Oui, mon honneur, mon humanité. Ma vie intérieure, ce que je pense de toi, positif ou négatif, ça m'appartient. Et c'était le fondement d'une thérapie qu'il a développée qui s'appelle la logothérapie. Logothérapie. Et depuis le début de cette saison, je parle justement de la mission de vie. Et c'est essentiellement ça. Il aide les gens à trouver c'est quoi qui va donner un sens à ta vie, qui va te permettre de justement surmonter, parce que dans toutes nos vies, que ce ne soit pas cette horreur-là, mais dans toutes nos vies, on a des difficultés, on a des déceptions. Dieu, oui. Oui. On a des expériences qui sont difficiles, puis il y en a qui se laissent abattre, puis il y en a d'autres qui disent, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et c'est ces gens-là qui sont résilients. Et d'ailleurs, je fais des conférences dans les milieux de travail au gouvernement, on parle de résilience, mais c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est pas une chose à faire, c'est une façon de penser. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Est-ce que cette résilience-là, c'est quelque chose qui est inné? Peut-être pour certains, tandis que d'autres ont besoin de l'apprendre. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est quelque chose qui se développe. OK. Puis, c'est un petit peu comme la science du bonheur. Je pense qu'on est né avec un réservoir qui est soit à moitié vide ou à moitié plein. Et dépendant de comment on voit la vie, avec les lunettes roses ou les lunettes noires, c'est plus difficile d'être résilient ou c'est plus facile. Mais ça se développe. C'est une capacité qui se développe. Okay. Et donc, c'est se poser ces questions-là qui sont des questions essentielles. Je pense que je les avais envoyées, mais essentiellement... c'est quoi qui est important dans ma vie? Puis, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Si je regarde là, comment je passe ma routine quotidienne, est-ce que ça me satisfait? Tu vois, on avait fait l'exercice de la tarte. C'est un petit peu ça. Mais une des choses que j'enseigne de plus en plus, c'est un concept de Viktor Frankl, c'est ça. C'est entre le stimulus. Donc, je sais pas, moi, tu avais appliqué pour une job puis tu l'as pas eu. Okay. C'est stimulus. Okay. Et la réponse, il y a un espace. En anglais, ça se dit bien « response-able ». On est capable de choisir notre réponse. Et donc, pour plusieurs d'entre nous, le stimuli, bon, OK, j'ai pas eu la job, est collé avec les réponses. « Ah, oh, la dépression, je suis pas bon, je le savais, je suis pas chanceuse, moi, je suis pas chanceux. » Puis de toute la lamentation et tout ça. Ouais. Mais que, comment je dirais ça? La liberté d'être est dans l'espace que tu crées entre le stimuli et la réponse. Et donc, quand tu as ce stimuli-là, j'ai pas eu la job, plutôt que de coller la réponse tout de suite dans l'émotion négative, si tu crées un espace de réflexion, de dire, OK, est-ce que c'est si terrible que ça? Peut-être que c'était pas la job pour moi. Peut-être que ça va me donner justement l'occasion de vraiment me réfléchir c'est quoi ma mission de vie. Peut-être que j'ai choisi d'appliquer à cette job-là parce que ça faisait du sens financièrement, mais dans le fond, là, moi, j'ai envie d'être artiste. J'ai pas envie d'être un administrateur au gouvernement fédéral. Et donc, plus tu crées cet espace-là, plus tu peux choisir ta réponse. C'est presque un espace de réflexion. Oui, c'est une pause qui te permet de justement te demander les bonnes questions et de réaligner dans tes réponses. Donc, les gens qui se faisaient frapper puis torturer, puis que leur réponse était « je suis en colère » ou bien « je suis en mode victime », le résultat était... Guérissait plus rapidement. Exactement. C'est incroyable, hein? Oui. Mais quand tu te permettais de dire « OK, il me traite de je sais pas moi, de pas bon. Oui. » Puis c'était pire que ça. Oui. Mais est-ce que je crois fondamentalement que je suis pas bon? Est-ce que je crois fondamentalement que je suis un gâchis? Est-ce qu'on laisse quelqu'un d'autre décider qui je suis? Et c'était dans cette réflexion-là qu'était le pouvoir, et c'est dans ce pouvoir-là qu'il a réussi à survivre ces atrocités-là. Wow! Ça devait être tout un homme, ça, quand on y pense, là. Je serais curieuse de savoir quelle était sa vie après. Oui, et quelle était sa vie avant, hein, parce qu'il a refusé d'assassiner ces femmes-là. Et on dit que c'est le dernier qui était, à qui on a permis de se marier en tant que juif. Sa femme est devenue enceinte, ça c'est triste. Ils l'ont forcé à avoir un avortement parce que c'était illégal d'avoir des enfants. Wow. Après ces exigences-là du gouvernement nazi. Et donc,
qui avaient vécu tout ça avant même de se rendre en camp de concentration. On les sépare, mais ce qui l'a gardé en vie, c'était le sens, justement. Ma femme était prête à vivre ces choses-là avec moi. Et qu'est-ce qui arriverait si elle ressort du camp de concentration et que je suis plus là pour elle? Donc, je dois vivre pour elle. Incroyable. Durant la pause, je sors mon téléphone, je prends une photo du... Oui, c'est un classique qui a été vendu partout au monde. Ah, c'est incroyable. C'est drôle que c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire. Puis c'est drôle que ça m'est jamais tombé entre les doigts. Ah bon, bien là, une découverte. Tu nous as inspirés, tu nous as touchés aujourd'hui avec tes photos, tes expériences, puis le livre. Là, je pense qu'on a toujours besoin de ça, de se rappeler des autres. Oui. Qui sont passés avant nous, qui ont peut-être fait des choses tellement difficiles. Qu'est-ce qu'on a fait de difficile, nous? Tu sais, quand on pense... C'est ça. Un peu comme ça, là. J'enlève pas les choses des gens. On passe tous des moments difficiles. Oui. Mais ce qu'ont vécu ces gens-là. Oui. Puis la leçon fondamentale, c'est que, dans le fond, on fait une différence positive dans la vie des gens. On peut choisir de la faire ou on peut juste être un observateur. J'aime ça. Merci beaucoup, Sylvie. T'es bienvenue, Catherine. Extraordinaire. OK. Grande respiration encore. Wow. On va aller à la pause. Au retour, on va parler du théâtre La Catapulte avec M. Martin Cadieux. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Martin Cadieux, du Théâtre La Catapulte avec moi. Bonjour. Bonjour. Peut-être qu'on peut situer les gens un tout petit peu puis introduire le Théâtre La Catapulte. Bien, tout à fait. Parce que c'est pas nouveau du tout, ça, là. En fait, on a célébré notre 25e anniversaire l'année dernière. Fait que moi, je suis le responsable du développement. Donc, je suis pas un des artistes. Je suis, dans le fond, je travaille dans le bureau à promouvoir les pièces de théâtre. Puis, on a une directrice artistique qui s'appelle Danielle Lesault-Farmer, qui, elle, décide de toute la programmation artistique comme telle. Mais bon, pour revenir à la base, le Théâtre La Catapulte a été créé il y a 25 ans, en 1992. Puis on a 2 mandats, c'est-à-dire créer du théâtre professionnel, premièrement, pour adolescents et pour le grand public. Et on est une compagnie résidente de la Nouvelle-Scène, Gilles Desjardins, qui est sur King Edward. Oui, c'est tellement beau. Oui. C'est tellement le fun d'avoir cet endroit-là pour nous, les francophones, maintenant. Enfin, oui, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses qui se passent à la Nouvelle-Scène, hein? De la musique, du théâtre, etc. Puis il faut vérifier souvent parce que ça bouge. Il y a toujours quelque chose qui se passe à la Nouvelle-Scène. Oui, alors, vraiment. le Théâtre La Catapulte, il y a un beau mariage avec la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins. Oui. Et puis là, il y a une soirée qui s'en vient, c'est ça? Oui, pour revenir à la base, une des spécialités qu'on a développées avec les années, c'est de la tournée. Puis comme on fait du théâtre pour adolescents, on est souvent appelé à aller à des endroits où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures capables d'accueillir des grosses productions. Okay. Donc, nous, on fait une collecte de fonds, en fait, une soirée bénéfice qui s'appelle Conquérir les planches pour nous aider à financer
nos tournées de la saison 2018-2019. OK. Donc, on va autant aller dans les écoles secondaires de la Saskatchewan, du sud de l'Ontario, à 2 théâtres à Montréal et en Acadie. Donc, tout ça, ça prend quand même beaucoup de fonds. Pour chaque équipe, là, on a 3 pièces de théâtre qui tournent. Pour chaque équipe, on a à peu près 5 personnes qu'il faut déplacer, nourrir, loger. Donc, on a de l'aide du gouvernement, évidemment. Là, on a d'autres sources de financement, mais la collecte de fonds est une pièce importante là-dedans. Je peux peut-être enchaîner tout de suite. Oui, vas-y, absolument. Bon, la soirée de collecte de fonds s'appelle Conquérir les planches. Oui, c'est cool comme nom. Là. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire braver la scène. Ça veut dire... Ouais. On a lancé le défi à des comédiens bénévoles, mais des leaders de la communauté, d'embarquer sur scène, de se faire diriger dans des courtes scènes comiques, dirigées par Danielle Lesault-Farmer, qui est notre directrice artistique. Puis je les nomme rapidement, parce que c'est peut-être des gens qu'on connaît quand même. Donc, on a Jean-François Barre, qui est surintendant de l'éducation. Oui, il est venu chez nous souvent. Oui, vous le connaissez. Oui, oui. Au CECCE, on a Édith Dumont, qui est la directrice de l'éducation au CEPOO. Donc, c'est les 2 conseils scolaires francophones à Ottawa. On a Sylvain Schreibert, qui est le directeur du département de théâtre de l'Université d'Ottawa, mais qui n'a presque jamais monté sur scène. Il n'a jamais vraiment joué un rôle, parce que lui, c'est vraiment un théoricien du théâtre. Donc, on lui a lancé le défi, il a accepté. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ça, oui. Il va enfin vivre ce que ses élèves, ses étudiants vivent. C'est une des raisons pourquoi il le fait. Sébastien Lorquet, qui est avocat chez Faskin Martineau, c'est-à-dire. On a Danny Purcell, qui était anciennement à l'hôpital Montfort, mais qui est président de la Fondation franco-ontarienne. Je pense qu'on l'a rencontré lui aussi. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Oui, oui. Sûrement. Jannick Saint-Georges, qui est de l'agence Vacarme, une agence de communication. OK. Et Julie Bureau de Marcille-Lavallée. Donc, c'est du bien beau monde. Oui, oui. Et il y a du monde surprenamment talentueux là-dedans. Bon, ben alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a créé une pièce de théâtre avec ces gens-là ou est-ce qu'ils vont juste faire un peu la comédie? Ils font quoi, ces gens-là, là? Ben, donc, la soirée se passe... Je vais peut-être dire un peu qu'est-ce qui va se passer dans la soirée. À 19h, on accueille tout le monde. Fait qu'on attend peut-être à peu près 150 personnes. Il reste des billets en passant. Puis, il y a un cocktail, un encans silencieux, un ensemble jazz. Puis, à 20h... C'est ça, il va y avoir 5 scènes comiques jouées par ces gens-là et par 2 comédiennes professionnelles qui vont les accompagner sur scène. Super! Fait que ça va durer peut-être, j'imagine, alentour de 40 minutes. Fait que c'est pas une pièce longue. Puis c'est des scènes prises dans le répertoire très large. Là, il y a une scène du dîner de con, donc qu'on connaît. Il y a une scène d'une pièce pour enfants qui s'appelle Pierrette Pan, ministre de l'Enfance et des produits dérivés. OK, wow! Une pièce pour enfants, puis qui est d'ailleurs, le personnage là-dedans est ministre, mais n'aime pas les enfants, les déteste. Puis ça va être d'ailleurs Édith Dumont qui va jouer ce rôle. Donc, on a joué avec les... Mais oui, parce qu'elle travaille dans le conseil, c'est trop drôle. Oui, tout à fait. Puis vraiment, elle aime les enfants, j'en suis certain. Oui. Ce n'est qu'un rôle. Puis, dans le fond, le but de ça, c'est de récolter 25 000 $. Oui, parce que là, avec ces sous-là, vous allez pouvoir vous promener à travers le Canada, dans le fond, ce que vous faites. C'est pas seulement dans l'Ontario, dans l'Ontario français, c'est vraiment... Oui, tout à fait. C'est vraiment le Canada. Puis en faisant ça, on apporte une richesse, la richesse du théâtre ailleurs, là où peut-être ils n'ont pas les installations comme on a ici, comme la salle Gilles Desjardins, puis quand on part au CNA qui est très grand, mais même les petites salles communautaires, c'est pas tout le monde qui a les petites salles à Mifo. C'est pas tout le monde qui a ces endroits-là. Alors c'est le fun pour eux de vivre à travers le théâtre La Catapulte. Puis une des choses qui est le plus important dans ce qu'on fait, c'est de permettre aux jeunes francophones en situation minoritaire d'avoir accès aux arts de la scène professionnelle. D'avoir peut-être la chance d'avoir ce déclic-là avec la langue, avec leur identité, puis de permettre cet échange-là entre les réalités d'ici et leur réalité. Vraiment, les rencontres, surtout quand on va dans les écoles, parce qu'on est chez eux quand même. Il y a des super belles rencontres avec les bénévoles qui viennent aider à décharger le camion, qui sont souvent des élèves, mais aussi en discussion après la pièce avec les comédiens. Donc, c'est vraiment... moi, j'ose penser que c'est des expériences positivement marquantes, des expériences enrichissantes, pas seulement dans la construction identitaire, mais dans le cheminement qu'on peut avoir comme être humain. C'est super incroyable. Écoute,
je ne vais pas manquer de temps, mais je veux dire aux gens qu'il reste encore des billets. Oui. Alors, cette soirée aura lieu le 6 juin. C'est ça. 6 juin, à partir de 19h, ou est-ce qu'on peut arriver un petit peu plus tôt? Ou... 19h. Là, un petit peu plus tôt, ça va aussi. Nouvelle scène, Gilles Desjardins, 6 juin. Et pour les billets, catapulte.ca. Oui, vous devriez trouver... C'est ça, parce qu'il reste encore des places? Oui, tout à fait. Donc, c'est à peu près dans 2 semaines, là, puis il reste encore quelques billets. Oui, dépêchez-vous. Oui, parce qu'écoute, c'est une soirée avec le cocktail, puis l'encan silencieux. Alors, c'est un moyen pour encourager, supporter et aider le théâtre à catapulte d'amasser 25 000 $. Tout à fait faisable. Oui. C'est tout à fait faisable. On est proche de l'objectif déjà. Déjà, hein? Ah, c'est excitant. OK. Alors, bonne chance. Bonne soirée le 6 juin. Merci beaucoup. À la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et vous, à la maison, allez chercher vos billets à l'adresse web qu'on a mis à l'écran, catapulte.ca. C'est le temps d'une autre pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Chanel Lemieux-Le Cavalier. Elle est une agente de communication avec la CCM. On va parler de ce qui se passe dans le Grand Parc de la Gatineau. Restez avec moi, on va regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Oui. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis déjà allée à 2 reprises déjà. Le magnifique parc de la Gatineau, un bijou dans notre région. Chanel Lemieux-Le Cavalier, elle est agente de communication avec la CCN. Puis vraiment, aujourd'hui, on s'attarde au parc de la Gatineau. Oui, parce que, c'est ça, comme vous avez dit, c'est un joyau de la capitale nationale. Le parc qui se trouve à une quinzaine de minutes du Parlement, donc très accessible, qui s'étend sur 361 km². Donc, un grand parc, plusieurs choses, plusieurs activités à faire. L'été qui commence, donc les activités qui commencent. C'est un parc où on vise la conservation, donc la protection. Donc, ce sont tous des activités qui se mêlent à la conservation, donc respectueuses de l'environnement, qu'on peut faire à l'intérieur du parc. Tu vois, ça, c'est mon activité numéro 1. Alors, j'avoue que le vélo, je suis très contente parce que surtout au début, le parc est ouvert, mais pas ouvert aux voitures. Oui, alors là, moi, je triche un petit peu puis je vais vite, parce qu'on a toute la place. Exactement. Jusqu'à ce que les gens... jusqu'à temps que ça ouvre aux voitures. Est-ce que c'est déjà ouvert aux voitures? C'est ouvert depuis vendredi dernier, donc le 18 mai. On a ouvert un peu plus tard qu'à l'habitude. Premièrement parce que l'hiver a été plus long. Oui. Ça a pris du temps avant que la neige nous quitte, mais aussi parce qu'on a eu des tempêtes là, qui ont causé des dommages. OK, peut-être qu'on peut parler de ça, parce que j'en ai parlé souvent quand ça arrivait, parce que c'est arrivé comme un lundi, mais semble, cette tempête-là. C'était un lundi en plein mois d'avril. Et puis, j'ai reçu, je suis abonnée, alors j'ai reçu tout de suite l'affaire qui dit le parc est temporairement fermé. Fait que là, on en parle un tout petit peu ici entre nous tous les jours, parce que, bon... on ne peut pas y aller, ni en voiture, ni à pied, ni rien, tout ça, parce qu'on devait enlever, parce qu'il y a des choses qui tombaient, il y avait du débris, est-ce que c'est ça? C'est ça, fait que les arbres tombaient, on a eu beaucoup de dommages, des arbres qui tombaient, des branches, fait que la sécurité était vraiment mise en jeu à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils ont fermé le parc. Aujourd'hui, là, tout est
pour la plupart, tout est pas mal rouvert. OK. Par contre, il y a encore, on demande aux gens quand même d'être prudents, de regarder autour d'eux en haut quand ils marchent parce que vraiment, il y a encore des arbres des branches qui peuvent pendre, des débris au sol. Et puis, à cause de la Convention sur la protection des oiseaux migrateurs, il y a plusieurs travaux là, qui vont être reportés aussi à la fin, plus vers septembre. Okay. Donc, on peut voir encore des débris, les arbres, les branches coupées en bordure de sentier. Donc, il faut juste être plus prudent en raison de ces tempêtes-là. Oui, parce que souvent, quand on pense au parc La Gatineau, pour certains, c'est une activité. Pour moi, c'est le vélo. Mais tandis que pour quelqu'un d'autre, le vélo passe même pas en tête parce qu'eux, ce sont les randonnées qu'ils font à l'intérieur, vraiment dans les arbres. C'est là que ça va être ça peut être plus dangereux. Mais vraiment, on a la signalisation. Si les sentiers sont marqués comme fermés, on demande aux gens de respecter les fermetures de sentiers. C'est vraiment souvent soit un enjeu de sécurité ou un enjeu de conservation. D'où la raison pourquoi les sentiers vont être fermés. Quand on fait, notre famille, on fait beaucoup de camping, souvent, on va dans certains endroits et puis il y a toujours une pancarte qui dit le risque de feu est très élevé, alors faites attention. Est-ce que ce sont des choses qu'on s'inquiète dans le parc de Gatineau, pour un fumeur, disons? Bien, c'est sûr qu'on a des indices de feu, donc nous, on suit la SOPFEU qui nous dit là, lorsqu'on doit être en interdiction de feu. Okay. On était en interdiction de feu. Je suis pas certaine, c'est peut-être maintenant résolu parce qu'il n'y a plus et il continue de pleuvoir. Alors, déjà, c'est arrivé? Oui, au début printemps. Des fois, au printemps, ça peut être plus problématique. Donc, ça a été le cas. On a eu un printemps un petit peu sec, mais là, ça se résorbe. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, les gens qui vont être en camping, parce que le camping est aussi maintenant ouvert pour la saison. Il y a du beau camping, on parle de la Gatineau? Oui, c'est ça. On a 3 endroits différents pour faire du camping. Donc, ici, on voit qu'il y a en fait, on a le lac Philippe, qui est un camping un peu plus familial. Oui, on est allé souvent. Très beau camping. Il y a de la baignade, location d'embarcation, plusieurs activités à faire. On a aussi le camping du lac Taylor qui est sur le bord d'un petit lac, un peu plus rustique, semi-rustique. On voit ici des installations que vous pouvez louer aussi au camping. Donc, on a des tentes 4 saisons, on a des yourtes que les gens peuvent louer, des petits refuges aussi que les gens peuvent louer. Donc, s'ils n'ont pas leur équipement, qu'ils ne veulent pas aller avec leur tente, c'est un autre moyen de faire du camping. Puis la troisième option, c'est aussi le canot camping au lac La Pêche, où les gens prennent leur canot et se rendent à leur site de camping. Wow, faut être brave pour ça. Moi, je suis pas tout à fait brave pour ça. Moi, j'aime ça, ma grosse roulotte avec l'électricité, là. Ça, c'est mon genre de camping. C'est correct aussi. Mais ça, c'est magnifique, ça. Oui, ça, c'est très bien. C'est vraiment s'évader un tout petit peu de la ville, mais c'est ça la magie pour moi du parc de la Gatineau, c'est que j'ai l'impression de m'évader, mais je suis vraiment là, même d'Orléans. Moi, je suis à Orléans. Je passe souvent très tôt le samedi matin quand on fait du vélo. C'est 25 minutes peut-être l'autoroute parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde le samedi matin. Puis c'est en plein dans ma ville. J'ai l'impression là, d'être loin. Là, regarde, c'est ailleurs, ça, là, dans le fond. Puis c'est ça qui est intéressant du parc. Comme vous avez dit, vous pouvez faire du vélo de route, vous pouvez faire du vélo de montagne, de la randonnée, des points de vue magnifiques. Il y a aussi le domaine Mackenzie-King qui, donc on pense souvent au parc avec son côté de nature, mais il y a aussi le domaine Mackenzie King qui va amener plutôt une expérience patrimoniale, qui va parler de notre histoire. Ça aussi, c'est un superbe domaine qui appartenait au 10e premier ministre du Canada, Lion Mackenzie King. Puis quand vous allez sur les terrains, il y a des jardins, des ruines, plusieurs activités à faire. Oui, oui. Exactement. Puis c'est encore là, on sort de la ville complètement. Donc c'est intéressant. On apprend sur l'histoire du Canada, on apprend sur notre histoire finalement. Il y a des événements qui se passent à travers le parc et ou à travers le domaine Mackenzie King? Mais en fait, au domaine Mackenzie King, on a quelques événements durant l'été. Le premier aura lieu le 1er juillet. Fait que ça, c'est une différente façon de fêter la fin du Canada. Les gens vont souvent plutôt en ville, mais on peut se rendre au domaine. Il y a un gâteau géant, il y a plusieurs activités. Donc, on voit ici, avec les images, on voit les ruines. Donc, c'est une différente façon de fêter la fête du Canada. Puis l'entrée au domaine, il y a toujours des frais d'accès, mais le 1er juillet, à ce moment-là, il n'y a pas de frais. C'est gratuit le 1er juillet. Super pour la fête du Canada. Exactement. Parfait. Alors, si on veut s'informer à savoir qu'est-ce qui s'en vient en tant qu'événement ou activité, on peut aller au site web de la CCM? Oui, on peut aller sur le site web du parc La Gatineau, où il y a toutes nos activités. On voit aussi quand il y a des fermetures de rue ou des routes qui sont fermées ou des activités. On peut tout voir sur notre site. On peut aussi appeler au centre des visiteurs du parc La Gatineau, qui est au 819-827-2020.
Et puis, à ce moment-là, on parle à des agents d'information qui connaissent bien le parc, qui peuvent nous aider. C'est ouvert 7 jours semaine, donc on peut avoir l'information avec eux. Alors, le parc est présentement ouvert en entier. Tout est ouvert. Incluant le camping. Incluant le camping. Puis normalement, ça dure jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que le parc reste ouvert? Bien, en fait, le parc est ouvert à l'année. C'est juste qu'on change de type d'activité. Hein? Donc, le domaine mécanicking, lui, va être ouvert jusqu'au 21 octobre. Le camping jusqu'au 8 octobre. Puis, pour ce qui est du parc, il est ouvert, mais rendu là, fin octobre, on va fermer les promenades, qui sont les routes du parc. Et là, on tombe en activité hivernale avec le ski de fond, la raquette, le vélo d'hiver. Peu importe le sport extérieur qu'on aime, on peut le faire là-dedans. Parce que, encore une fois, moi, j'y vais, mais toujours en vélo, mais je vois des gens qui font de la course, parce que des belles collines, alors c'est un parfait exercice. Des gens en espèce de patins là, qui font juste pousser avec leurs bras. Oui. C'est comme des petits ski à roulettes. Oui, ski à roulettes, c'est des petits mini-skis comme ça. Donc, pour les gens qui font du ski de fond, c'est une façon de continuer leur entraînement durant l'été. Et puis, il y a la randonnée à l'intérieur avec le camping. Il y a vraiment toutes sortes d'activités qu'on peut faire à l'intérieur du parc. Pour tous les types de personnes, autant qu'on soit très sportif ou plus moins sportif, plus aventureux, il y en a pour tous les goûts. Oui, parce que quand on commence, on se dit, oh, le vélo, je serais jamais capable de me rendre en haut, mais t'as pas besoin. Tu peux juste te rendre, disons, au Pink. Oui. Tu peux juste te rendre à Pink, c'est la première grosse colline, tu peux descendre, puis après ça, t'aventurer plus loin si tu veux, mais il y a toujours moyen d'apprendre et de devenir meilleur athlète dans le athlète et aussi observer comment c'est beau. Oui, parce que c'est ça qui est important. Faut pas oublier aussi de voir à quel point c'est un endroit magnifique. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. L'été est arrivé, hein, il y a plein de choses qui vont se passer au parc. Oui, venez nous voir, on vous attend, on a hâte de vous voir. Super. Alors, ça vous tente de voir qu'est-ce qui se passe? Si vous tapez Parc de la Gatineau, boum, vous arrivez tout de suite au bon endroit. Vous pouvez aller voir le site web du CCN, alors ncc-ccn.ca. Et puis, il y a plein de belles choses à voir dans le parc de Gatineau, plein d'activités à faire aussi, surtout pour se garder en forme. Maintenant, on va aller à la pause et quand on va revenir, on va parler avec M. Jean-Pierre Blais, qui est un antiquaire. Attendez de voir les belles choses qu'il a apportées avec lui. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous avons avec nous un antiquaire qui pourra nous dire exactement ce que c'est d'être un antiquaire. Monsieur Jean-Pierre Blais, bonjour. Bonjour. Alors, antiquaire, ça nous fait penser à antiquité, peut-être? Oui, disons qu'un antiquaire, c'est une personne qui collectionne des objets, soit des objets de collection, des objets qui ont plus de 100 ans, ce qui veut dire qu'on appelle une antiquité. Et je suis au marché des antiquités d'Ottawa, sur la Lubank, depuis 12 ans. Et le marché existe depuis déjà 30 ans. Fait qu'il y a beaucoup de clients qui viennent pour faire la collection d'objets, pour faire des trouvailles, pour faire des achats de cadeaux. Là, vous avez dit des objets d'au-delà de 100 ans. Oui. Comment est-ce que c'est difficile de trouver un objet comme ça? Disons qu'il y a des familles qui collectionnent d'année en année et qui, à un moment donné, lorsque les gens vont dans un plus petit appartement, décident de vendre leurs objets.
Et l'antiquaire, son travail, c'est de faire de la recherche et de vérifier la provenance de l'item et de vérifier depuis combien d'années ça existe, etc. Et c'est de cette façon-là qu'on peut déterminer l'âge d'un objet. L'âge et j'assume aussi la valeur. La valeur, oui. Il existe beaucoup de livres qui donnent la valeur des prix sur le marché international pour certains objets. Quel genre de personnes, quel genre de clientèle avez-vous? On a toutes sortes de clientèle au marché d'Ottawa. On a des gens qui, souvent, leurs parents leur ont laissé un set de vaisselle et ils sont à la recherche de certaines pièces pour compléter leur set de vaisselle. Ils viennent au marché pour vérifier si on a ces objets-là. On a des collectionneurs de cartes de hockey, on a des collectionneurs de disques, on a des collectionneurs pour des objets anciens, soit asiatiques, etc. On a des designers. On a des décorateurs d'appartements, des gens qui font la décoration de restaurants, qui sont à la recherche d'objets pour décorer soit un pub ou soit un restaurant. J'aurais presque peur, moi, de mettre un objet de 100 ans et plus dans un pub. Ils viennent acheter ces choses-là pour faire la décoration. Il y a également des gens pour le théâtre qui achètent des objets pour la décoration, des pièces de théâtre. Oui, alors... qui peut représenter l'air de leur pièce de théâtre. On a des gens du Centre national des arts qui viennent souvent pour chercher des pièces qui représentent une certaine époque pour pouvoir compléter le décor de la pièce. J'aimerais qu'on parle des choses que vous avez apportées aujourd'hui, parce que c'est tout magnifique. Oui. Mais je ne pourrais même pas vous dire ça vient de quelle époque, de quelle ère, de quel pays, de quoi. Par où on veut commencer? Disons que la pièce la plus ancienne, c'est l'assiette à l'arrière, qui est une porcelaine de Sèvres. Celle-ci? Oui, porcelaine de Sèvres qui a été faite en 1880. Et elle représente Madame Élisabeth. Toute l'assiette a été peinte à la main. Et on a fait une décoration avec de l'or, tout le tour en bordure de l'assiette. On a même le nom de l'artiste, F. Collot. Ici, là, c'est écrit juste en bas. Et juste avec le nom de l'artiste, c'est ce qui nous a permis de trouver la valeur et la date de la réalisation de cette assiette. Alors, 1880? Oui, 1880. Mais elle est en parfait état. Où était-elle cachée? C'est des gens qui avaient acheté cette assiette-là dans des différents... dans des antiquités. Regarde. Et vous savez, à l'arrière, vous avez le nom, Madame Élisabeth. Est-ce que vous me permettez? Je promets que je ne l'échappe pas, parce que si je fais ça, la caméra là-bas peut... Et vous avez la signature de Sèvres et avec la lettre M. Et parce que Sèvres met une lettre à l'intérieur de sa signature et la lettre M nous donne la date de 1880. Ça, c'est quoi, dans la petite affaire dorée, là? À l'intérieur de la signature ici. Oui. OK. Oui. Puis là, si je la tourne comme ça, c'est là qu'on peut voir le nom de l'artiste. Le nom de l'artiste, Collot. Qui est écrit en dessous. OK, ça, c'était incroyable. Mais ma question encore, c'est comment ça se fait qu'elle est en parfait état comme ça? Bien, les gens qui collectionnent font bien attention à leurs pièces et font en sorte qu'ils la gardent précieusement. Et c'est de cette façon-là qu'on peut acheter là, dans des encans ou dans des ventes de succession. Ça, ici, ça a la royauté un tout petit peu, là? Ça, c'est une pièce commémorative de la visite royale qu'il y a eu au Canada en 1939. Okay. C'est le roi George et la reine Élisabeth qui sont venus au Canada et on a fait cette assiette pour commémorer leur visite en 1939. Ça s'est fait en mai et en juin. Incroyable. 1939. Wow. Il y a beaucoup de collectionneurs d'objets de royauté et les gens aiment collectionner les tasses, les assiettes de différentes... Là, on voit qu'il y a une petite tache ici, là. Oui. Ça, est-ce que ça enlève la valeur ou c'est pas la Ça fait partie de l'âge de la pièce. Fait que ça ajoute à sa valeur presque. Oui. OK. Moi, je suis intriguée par ça, là. Oui. Parce que les bouteilles de Coke, d'habitude, là, ils sont grisâtres ou transparentes, je sais pas trop. Celle-là est mauve. Ça, c'est une bouteille de Coca-Cola qui vient des États-Unis, qui date de 1915 et qui a été fait avec de l'améthyste, ce qui donne la couleur mauve. Pour les collectionneurs, c'est une pièce qui, selon la valeur, est à peu près 125 $. Pour la bouteille? Pour la bouteille. Et les collectionneurs sont à la recherche de cette pièce-là. Elle a été faite en Caroline du Nord et c'est une pièce de collection. Elle est lourde aussi. Oui, c'est une pièce de collection. Okay. Ici au Canada, on a vu des bouteilles qui étaient vertes, un peu ambrées également. Ensuite, ça a été du verre blanc, mais c'est une pièce de collection.
OK, est-ce qu'on veut parler du vase? Oui, le vase à fleurs, c'est une... Mais oh mon Dieu, que j'ai peur d'échapper des choses. C'est une poterie anglaise qui date de 1940. C'est un Moorcroft. La famille Moorcroft, c'est le père qui a débuté en 1913 la collection de poterie. Et par la suite, son fils, Walter, a continué à faire ces vases à fleurs qui représentent des anémones et différentes sortes de fleurs. C'est tout peint à la main et c'est vraiment des objets de collection. Ce vase-ci, il est indiqué qu'il a été fait pour une collection que la reine avait commandée, la reine Élisabeth. Et ça fait partie des vases qui sont vendus dans les marchés, dans différents encans. La valeur de ce vase-là est de 750 à 850 $. Wow. C'est vraiment une pièce de collection. OK, mais la valeur d'une assiette comme ça, ce serait quoi? C'est 300 $. Ah, c'est vraiment incroyable. Ouais. OK. Je vais vous garder avec moi. Oui. On va prendre une toute petite pause parce que ce qu'on veut faire, là, je vais y aller doucement, là, parce que là, vous venez de dire c'est quoi la valeur, là. Oups, à l'air. OK. On veut parler de ces derniers 2 objets qui sont là. Oui. On peut faire ça immédiatement après la pause. C'est bien. Si vous êtes prêts? OK. Alors, M. Blais, antiquaire, restera avec nous. Et puis, j'espère que vous resterez aussi. On parle de ces 2 derniers objets immédiatement après la pause. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, débat des candidats d'Orléans, ce soir 18 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Jean-Pierre Blais, toujours avec moi, antiquaire. C'est les 2 dernières choses qu'on veut identifier aujourd'hui. Alors, commençons par ceci-là. La tasse avec l'assiette. C'est de la porcelaine anglaise. C'est une tasse et soucoupe qui est Royal Crown Derby. C'est vraiment unique comme dessin. C'est fait avec du cobalt bleu et en plus avec de l'or, serti d'or. Et ce sont des pièces de collection. Cette tasse-là a été faite en 1938 et on en produit encore aujourd'hui, mais les anciennes sont les plus populaires à cause de la qualité des couleurs. Ça aurait une valeur de quoi, ces 2-là ici? 85 $. OK. Puis là, ça ici? La théière, c'est une théière Art déco qui date de 1936 et c'est une valeur de 40 $. Ce sont des gens qui collectionnent des théières qui adorent oui, parce que des gens qui ont modèle. Qui ont des collections de radio, de théières, de tasses. Oui. Vous êtes tellement intéressant. Si les gens veulent s'informer, on peut aller au site web du marché d'antiquité. Si on fait un Google marché antiquité Ottawa, on va Ottawa Antique Market, oui. Ottawa Antique Market. Sur la rue Bank, 1179 rue Bank. 1179 rue Bank. Merci beaucoup, M. Blais. Merci. Super intéressant. Écoute, c'est déjà fini pour nous aujourd'hui. En plus, c'est vendredi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve ici lundi à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.